Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous entendez un fond musical derrière, c'est l'œuvre de Hartmann, ce concerto funèbre, qui n'est pas facile à écouter. C'est néanmoins, j'ai écouté tout le CD, l'œuvre peut-être la plus intéressante dans la mesure où il y a un orchestre derrière. Les suites et les sonates pour violon seul, c'est assez, on va dire, c'est pas très dense comme musique, c'est assez rude, ça fait penser un peu à du Shostakovich. C'est de la musique qui tend vers la modernité. On n'est pas encore vraiment de la musique atonale, bien que, selon les spécialistes, sa musique se rapproche tout doucement de Schoenberg. Voilà. Donc, vous n'entendrez pas, évidemment, l'œuvre en intégralité ici, c'est pas le but. D'ailleurs, vous n'entendez sans doute pas bien puisque je parle. C'est que pour que vous puissiez avoir un petit fond musical, une idée, on va dire. Alors, en fait, ce Hartmann, la vidéo d'aujourd'hui, je souhaiterais la consacrer uniquement à lui. Alors il faut savoir qu'il y a d'autres Hartmann qui sont des compositeurs célèbres, peut-être plus que lui davantage, dans les pays scandinaves. Il y a toute une famille de musiciens scandinaves, des Danois, des Norvégiens, qui descendent de familles allemandes en fait. Il y a beaucoup de parallèles dans les noms entre les pays scandinaves et l'Allemagne. Voilà, bon ça il faudrait faire des études linguistiques, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Et donc, ces Hartmann, certains ont connu Grieg d'ailleurs, je souhaiterais leur consacrer ces Hartmann du Nord, on va dire, ici c'est le Hartmann du Sud, de la Bavière, il est né en 1905 à Munich, c'est facile à retenir, vous le verrez tout à l'heure à l'écran, il est né et mort dans la même ville, Munich, capitale de la Bavière. Je me tais un petit peu, que vous écoutiez l'œuvre. Vous entendez le violon soliste qui est assez tourmenté. C'est une musique en fait qui se rapproche même de l'angoisse bartokienne ou stravinskienne. C'est une musique d'atmosphère qui dégage quelque chose, c'est typique de la musique du XXe siècle évidemment. Le but n'est plus le beau, mais le but est de réveiller en nous des sentiments peut-être qui dérangent. Et ici nous sommes vraiment dans la thématique du funèbre. Ça m'a même fait penser au premier concerto pour violon de Shostakovich avec ce mouvement lent qui est d'un désespoir terrible. Ici, on s'en rapproche. Il y a une certaine forme d'angoisse qu'on pourrait rattacher à la musique pour cordes, sélection, cordes, percussions et célesta de Bartók, qui a d'ailleurs été réutilisé dans le film Shining de Stanley Kubrick. À ne pas confondre avec Shine, qui est un film également où il y a beaucoup de musique puisque c'est l'histoire d'un pianiste. Mais je vais arrêter mes digressions. Donc ici, cette musique, vous pouvez vous en faire une idée, nous sommes en 1939. C'est une de ses œuvres, c'est ce qui est noté, les plus célèbres à Hartmann. Ce concerto-là, je lis ici un petit peu la notice. Ce concerto pour violon, c'est certainement sa partition la plus jouée. Il fut écrit à l'automne de 1939 par un Hartmann déjà auteur de plusieurs musiques remarquables, comme la version originale de sa première symphonie. Alors là, il y a un titre en allemand, Versuch eines Requiems, essai de Requiem. Alors, son poème symphonique Misérailles, son premier quatuor à cordes et son opéra Simplicius Simplicissimus. Commencé en juillet, le concerto semble avoir été poursuivi. Je vais mettre un peu moins fort que vous puissiez m'entendre. Vous pouvez le trouver certainement sur YouTube ou acheter le CD. Donc, je reprends. Commencé en juillet, le concerto semble avoir été poursuivi au début de la Seconde Guerre mondiale et fut inspiré en partie par l'annexion nazie de la Tchécoslovaquie un an plus tôt. Hartmann y distilla toute sa douleur pour son pays et pour ses compatriotes. Donc là, il y a vraiment un parallèle à faire avec l'œuvre de Shostakovich. Toutes ses appréhensions quant au sort de chacun, il la dédia à Richard, son fils de 4 ans, dont l'avenir l'inquiétait plus que tout. Des années plus tard, il écrira « Cette date montre le caractère fondamental et la raison de ma pièce. Les 4 mouvements sont joués sans interruption. Vous verrez tout à l'heure la structure, je l'ai portée à l'écran. Les uns à la file des autres. Les 2 chorales, au début et à la fin, sont là pour opposer une expression d'espoir à la situation alors désespérée des intellectuels. J'ai voulu coucher sur le papier tout ce que je sentais et ressentais, et cela m'a donné la forme et le mélos. » Bon, ça continue, je ne vais pas tout lire, vous pouvez acheter le CD et lire la notice. Donc voilà pour cette œuvre qu'il a dédiée à son jeune fils de 4 ans. Qu'est devenu ce fils, je n'en sais rien, on pourrait s'y intéresser. Alors, ce que je veux dire également, je vous ai dit en début de vidéo que Hartmann était moins connu que les Hartmann nordiques, en tout cas de moi, et des musiciens en général, parce que j'ai fait le conservatoire en piano.
au Conservatoire de Liège 5 ans, puis encore à l'IMEP 3 ans, j'ai fait de la musicologie, et dans toutes mes études, je n'ai jamais entendu son nom. Mais ce nom est quand même célèbre. Il a un article Wikipédia qui est assez dense, il a une discographie que je vous montrerai tout à l'heure, donc on ne peut pas dire que ce soit un total inconnu, non. C'est un compositeur qu'on connaît moins et qu'on joue moins, par exemple, que d'autres Allemands de la même époque. Dans ses contemporains, il y a Schönberg. Schönberg est beaucoup plus connu pour sa Nuit transfigurée. Schönberg est connu pour avoir aboli la tonalité. Ici, Hartmann n'est pas vraiment connu. Et encore, son Simplicius Simplicissimus, j'en parle parfois autour de moi, les gens ne le connaissent pas. Il y a un DVD que je vous montrerai. Il y a des raisons qui font que cette œuvre pourrait être connue, ce Simplicius. Mais malgré tout, ce n'est pas un opéra très programmé. Et donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce un grand compositeur injustement tombé aux oubliettes? C'est une question difficile à trancher, parce que honnêtement, les sonates pour violon ne m'ont pas tellement amusé. Il faut dire que si vous écoutez les quatuors de Shostakovich, ça ne vous amusera pas tellement plus. C'est une musique très austère, très rude. Alors, des petits éléments à propos d'Hartmann, c'est le fils d'un peintre célèbre, et 3 de ses frères seront d'ailleurs peintres. Et ça, c'est une constance dans l'histoire de la musique. Je souhaiterais faire une vidéo là-dessus. Énormément de familles musicales ont des peintres dans leur famille. Inversement, énormément de familles de peintres ont également des musiciens. Je pense à Turina, dont le père, compositeur espagnol célèbre, Turina, dont le père était peintre. Je pense à Deodat de Séverac, dont le père était peintre, mais a quand même appris à son fils à jouer du piano. Et toutes ces couleurs, c'est pas pour rien qu'on associe des tableaux à la musique classique dans toutes ces firmes de disques, surtout chez Hyperion. Chez Deutsche Grammophon et chez EMI un peu moins. Deutsche Grammophon et EMI privilégient la star, l'interprète, ou éventuellement une photo du compositeur. Parfois il y a des tableaux, mais c'est surtout récurrent chez Hyperion, une firme de disques que j'apprécie, de voir nombreux tableaux. Alors ici, ce n'est pas un peintre de la famille d'Hartmann, puisque c'est ce fameux Schwab, souvenez-vous. Donc, je souhaiterais y revenir parce que ce Schwab était un des meilleurs amis de Guillaume Lequeux. Vous voyez encore un parallèle entre peinture et musique. Ils auraient pu éventuellement, on dit dans l'article Wikipédia de Schwab, qui rend hommage à Lequeux. Je me suis renseigné, j'ai beaucoup cherché, je n'ai pas trouvé l'œuvre dans laquelle il rend hommage. Bon, c'est pas trop grave, mais on voit à nouveau qu'il y a une amitié. Chopin était ami avec Delacroix. Liszt était ami avec le peintre Heinrich Preller. C'est pas un peintre très connu. Mais quand il était à Weimar, les deux s'entendaient bien. Et on peut même envisager des projets de collaboration peinture-musique, vous voyez. Alors, je vais passer à la dia suivante. Voilà, c'est ici la structure. Vous voyez ces 4 mouvements qui s'enchaînent. Alors là, je vais vous dire la plage. C'est la deuxième plage, c'est un adagio. Vous voyez, ça commence et ça finit par un choral. Il faudrait que vous écoutiez l'œuvre à tête reposée, sans mes commentaires, que vous puissiez bien l'entendre. Alors, donc, vous voyez les dates. Les 4 sonates, suite et sonates, on va dire, c'est 1927. Le concerto, c'est plus tard. Le concerto, c'est dans sa 3e manière. Parce que Hartmann a eu 3 manières, exactement comme Beethoven, je vais y revenir. Tout d'abord, d'autres versions discographiques. Ce sont des CD qu'on trouve difficilement. Il faut vraiment faire une recherche. Et ça prouve que Hartmann n'arrive pas encore à la renommée d'un Schönberg, dont il est contemporain. Et c'est intéressant de lire la notice CD, parce qu'on vous dit que c'est un des compositeurs du Troisième Reich qui a souffert. Et ce Troisième Reich a précipité nombreux de ses compositeurs les plus doués et les plus entreprenants dans l'exil. Donc là, la notice CD, l'auteur de la notice, considère que Hartmann fait partie de ses compositeurs les plus doués et les plus entreprenants. Bon, effectivement, j'ai suivi des cours d'écriture, je sais écouter une œuvre, je sais juger une œuvre. C'est une œuvre bien écrite. C'est un vrai compositeur qui a étudié la composition. Je ne sais plus quel a été son professeur, mais c'est noté dans son article Wikipédia. Ici c'est noté, pardon. Joseph Haas, un disciple de Max Reger. Ben oui, ce Joseph Haas, je ne le connais pas, mais Max Reger, c'est brillant, évidemment. C'est une œuvre, il a laissé une œuvre pour orgue qui est fameuse, mais pas que ça, il a laissé des poèmes symphoniques, Max Reger. Donc voilà, on voit qu'on est dans la grande tradition allemande post-romantique, qui tend vers la modernité. Et donc on vous dit que le Troisième Reich a décimé, a rendu malheureux tous ces compositeurs. Alors il y a un certain Franz Schrecker qui serait mort d'une mort prématurée. Je me suis renseigné, je n'ai pas encore trouvé les causes de cette mort. Est-ce que ce sont les nazis qui l'auraient assassiné? Il est mort assez jeune, à 56 ans. Donc je dis bien Franz Schrecker, pas Hartmann. Hartmann, les causes de sa mort, j'y reviendrai plus tard.
Alors, dès lors, une lourde responsabilité pesa sur ceux qui, comme Boris Blacher et Karl Amadeus Hartmann, devinrent des émigrés intérieurs, restant en Allemagne, mais refusant de se faire les ornements culturels du régime nazi. Donc vous voyez, émigré intérieur, il est bien resté, il n'a pas fui. Beaucoup ont fui, se sont exilés, hein, comme Hindemith, Schönberg, Kurt Weill. Beaucoup sont morts également dans les camps de concentration. Là, je salue mon ancien professeur Emmanuel Grégoire, dont c'est un des thèmes d'études de prédilection. On peut citer Erwin Schulhoff, dont la musique tend vers le jazz, qui a écrit Johnny Spielhoff, et on peut citer Victor Ullmann. Hartmann n'est pas mort dans les camps de concentration. Alors, en Bavière, je lis la notice un petit peu, en Bavière, Hartmann maintint vivant l'esprit du modernisme et de l'engagement humain pendant la guerre. Cette dernière finie, il fut la cheville ouvrière du rétablissement des liens entre la musique allemande et le courant européen. Voilà, c'est intéressant, il a œuvré pour la paix et pour rattacher la musique allemande à quelque chose de grand, quelque chose d'européen. Chaque fois que je vais en Allemagne, c'est un pays que j'aime bien, même si je parle difficilement la langue. Chaque fois que je vais en Allemagne, je me sens très européen, autant qu'en France. Ce sont des autoroutes où on voit beaucoup de gens qui voyagent, beaucoup de nationalités, deux pays qui font partie de l'Union européenne, deux pays dans lesquels on sent une dimension où tout est fait pour le confort et la découverte. Si vous allez dans les musées en Allemagne, c'est manifeste. Pareil, les musées en France, parfois c'est gratuit. Je n'irai pas en Angleterre tout simplement, mais ça c'est un autre débat, parce que l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne, parce qu'elle n'a pas l'euro. Vous payez avec l'euro en Allemagne et en France. Et donc, vous voyez que des gens comme ça, des grands humanistes, on peut qualifier Hartmann de grand humaniste, a tout fait pour rattacher sa musique, la musique allemande, à quelque chose d'européen. Il a tout fait pour, entre guillemets, qu'on puisse pardonner à cette Allemagne nazie, parce que lui n'était pas du tout un nazi. Il a résisté. Et on peut se dire, c'est admirable qu'il ait résisté, et c'est d'autant plus étonnant qu'il n'ait jamais été dans un camp de concentration. Parce que son Simplicius Simplicissimus, je ferai une vidéo au sujet de cette œuvre, c'est une œuvre justement qui se veut une œuvre de résistance, qui montre l'esprit humain, qui montre la dignité humaine face au conflit. Et en fait, ce Simplicius va chercher ses aventures dans la guerre de 30 ans. Je vous en avais parlé en première vidéo. Donc vous voyez ce Hartmann qui a tout fait pour réconcilier la musique allemande avec la musique européenne, parce que il est sûrement probable que à la fin de la guerre 45, les Allemands, les Anglais et les Français, qui étaient les opposants à l'Allemagne nazie, voyaient tout de cette Allemagne d'un mauvais œil. Et donc, les Américains ont scandaleusement bombardé Dresde. On parle évidemment des horreurs perpétrées par les nazis dans les camps de concentration. C'est horrible, il faut dénoncer, nous sommes bien d'accord, mais il ne faut pas croire non plus que dans le camp des Alliés, tout était rose. Les Américains ont commis des actes les Russes surtout, quand ils se sont rapprochés de Berlin, on sait qu'ils ont violé des femmes, les Américains ont bombardé des villes, la guerre est une chose atroce. Et donc, on peut se demander comment ce Hartmann a survécu à cette guerre. C'est grâce à sa foi. C'est ce qui apparaît à la lecture de cette notice CD. Je vais arrêter le CD si vous voulez bien, parce que ça me déconcentre. Surtout que c'est une œuvre assez rude. Voilà, donc ce qui apparaît à la lecture de cette notice, je vous en ai lu quelques passages, j'en fais juste une synthèse ici, c'est que Hartmann avait une grande foi. Et vous connaissez des cas de suicide, on sait que Stefan Zweig s'est suicidé au Brésil, et bien on pourrait dire que Zweig aurait peut-être pu prendre exemple sur ce Hartmann qui, même ulcéré par la guerre, dépité, a continué à se battre, a continué à avoir foi en son art et composer de la grande musique. Alors, un peu comme Shostakovich, une musique qui porte les stigmates de la guerre, mais une musique qui permet de transcender l'être humain. Je n'ai pas connu la guerre, mais je peux assez bien m'imaginer par ce type d'œuvre que nous avons écouté ensemble. Voilà. Alors vous voyez également d'autres noms, un Zimmermann, c'est sans doute Hans-Peter, donc c'est pas Christian Zimmermann le pianiste, c'est un compositeur. Je n'ai plus en tête, je me demande si c'est Hans-Peter Aloysius Zimmermann, qui a écrit Les Soldats, mais sans conviction, et un certain EGK. Donc vous voyez, des concertos pour violon. Ce CD ne me fait pas tellement envie, j'avoue, parce que ça ne doit pas être des œuvres faciles à écouter. Alors vous voyez qu'il y a 3 périodes, exactement comme Beethoven, et vous voyez que la première va jusqu'à 1933, et donc les suites et les sonates pour violon seul sont de cette période d'œuvres de jeunesse. Alors c'est intéressant parce que pour Beethoven, vous avez un célèbre livre, Beethoven et ses 3 styles, d'un musicologue allemand,
Lenz, von Lenz, qui est né à Riga, qui a connu Liszt d'ailleurs, qui aurait fait découvrir Weber à Franz Liszt. Et donc ce Wilhelm von Lenz a écrit Beethoven et les trois styles. Tous les musicologues connaissent, mais je ne suis pas sûr que tous les musicologues connaissent les trois périodes de Hartmann. Et comme je vous dis, je me suis posé la question, j'ai découvert ce Hartmann par deux sources. Par Simplicius Simplicissimus, parce que Christophe Pirenne, dans ses cours à l'université, nous parlait de la guerre de 30 ans et des répercussions qu'a eu cette guerre. Donc là, on est au XVIIe. La guerre de 30 ans, pour rappel, c'est 1618-1648. Elle se termine avec le traité de Westphalie. Et Christophe Pirenne nous a parlé des répercussions qu'avait eu cette guerre dans la production artistique. Il y avait par exemple Günter Grass qui a écrit une rencontre en Westphalie, où il imagine tous les intellectuels qui se rencontrent à l'issue de cette guerre, vous voyez. Il n'y a pas que ça, il y a également Berlioz qui aurait écrit un de ses opéras sous conseil de Caroline de Sayn-Wittgenstein. Je me demande si c'est pas Béatrice ou Bénédicte, d'après un scénario se passant pendant la guerre de 30 ans. Et bien Hartmann s'est servi de cette guerre, sans doute en voyant la Seconde Guerre mondiale. Il a été pêché quelque chose d'historique. Tous les compositeurs, évidemment, sont des gens intelligents, éclairés, qui ont une culture, qui vont pêcher dans l'histoire qu'ils connaissent. C'est à nouveau un rapprochement entre la musique et d'autres formes de culture. Ça peut être l'histoire de l'art et la peinture, mais ça peut être l'histoire politique du monde. Et donc, j'ai découvert Hartmann grâce au cours de Christophe Pirenne, qui n'a curieusement pas cité son nom. Il ne le connaissait peut-être que vaguement à l'époque. Et je ne lui jette pas du tout la pierre, c'est parce que il n'est pas très connu, ce Hartmann. On fera d'autres vidéos où j'aborderai l'aspect bibliographique. Je n'ai pas le dictionnaire bibliographique des musiciens ici sous les yeux, mais voilà, c'est un fait qui n'est pas connu et je l'ai découvert grâce à ce CD en faisant mes recherches sur la peinture. Donc je me suis aperçu de cette correspondance entre Suk, Hartmann et Schwab, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu envie de me pencher sur Hartmann. Alors, cette œuvre qu'on a écoutée en début de vidéo fait partie de la deuxième période, donc entre 1933 et 1945, des œuvres de la guerre. Ça fait penser à Prokofiev, les trois sonates de guerre, sa période de guerre. Il n'y a pas que les sonates 6, 7, 8 chez Prokofiev, il y a également la 5e symphonie. Alors vous avez les œuvres majeures composées après 1945. J'essayerai dans une prochaine vidéo, je n'ai pas encore poussé jusque-là, j'étais pressé de faire cette vidéo, mais on ira plus loin, je continuerai à étudier Hartmann. J'étais pressé de vous le présenter. Alors, ce Simplicius Simplicissimus, vous voyez qu'il figure en deuxième position. Vous voyez, ça, il a commencé avant la guerre. Donc, en 1933, Hitler accède au pouvoir. Peut-être que Hartmann se disait, oula, ça pue. Peut-être qu'il se disait, il va peut-être y avoir une guerre, parce que Hitler avait déjà écrit Mein Kampf, dans lequel figurait déjà tout son programme et toutes ses idées. Et donc, vous voyez qu'il a beaucoup travaillé, il a sans doute remanié en 1949. Est-ce qu'il l'a composé encore entre 1935 et 1949? Ça, je ne sais pas. Mais c'est un des trois, pour moi, grands opéras allemands du début de la première moitié du XXe siècle. L'autre, c'est Hans Pisner Palestrina. Alors, j'ai la chance d'avoir le DVD du premier et du troisième, pas du deuxième. Bon, je ne m'y intéresserai pas. J'ai découvert le deuxième grâce à Nicolas Blanmont, ce critique musical que j'écoute avec grand plaisir sur Musique 3. Son vrai nom, c'est en fait François Jongen, mais c'est peu importe. Il m'a fait découvrir cette œuvre de Braunfels, qui a également écrit un concerto pour piano. Et donc, il en a passé des extraits. C'est encore de la musique assez dure à écouter, mais je me demande s'il n'y a pas une imitation du cri des oiseaux dedans. Braunfels ne sera évidemment pas le seul compositeur de l'histoire à avoir fait ça. Donc vous voyez, Pfitzner, le Palestrina, il a tiré en fait ça, les spécialistes de la musique de la Renaissance en parlent. Si vous lisez Alan Atlas, son livre immense sur la musique de la Renaissance, il vous parle en fait de Pfitzner et de la thématique de Palestrina. Il y a toute une histoire, mais que je ne vais pas raconter aujourd'hui. Je fais déjà assez de digressions comme ça. Alors voici ce Simplicius Simplicissimus. Je vous en ai déjà un petit peu parlé. Ici, c'est un CD. Vous voyez, c'est des firmes qui ne sont pas très connues. Là, la firme, je ne la connais pas du tout. Ici, à nouveau, une firme qui n'est pas connue, mais un enregistrement. Les Allemands le connaissent. Tout comme nous, les Belges, en tout cas ceux qui s'intéressent à la musique, qui ont fait des études, nous connaissons la musique de Michel Fourgon, de Marcel Communotto, qui sont des compositeurs de musique contemporaine. Ben voilà, ce Hartmann, bon, il est mort. On ne peut pas comparer avec Michel Fourgon et Marcel Communotto qui sont toujours vivants.
surtout que ces deux derniers vont beaucoup plus loin, à mon avis, dans la modernité et la tonalité que Hartmann, mais il amorce déjà quelque chose de contemporain, ce Hartmann. Et pour en revenir à nos deux compositeurs belges, mais on pourrait trouver plein d'autres noms, vous savez, je cherche un petit peu, Fabien Balthazar, je pense qu'il compose, il est capable de composer dans des musiques de différents styles. Michel Leiceit, je prononce mal son nom, mais voilà, Emmanuel Claessens, tout plein de compositeurs belges de musique contemporaine. Leur musique vient un petit peu de ce genre de compositeurs et malheureusement leur musique n'est pas connue. Si vous voulez, je pense à mon ancienne prof de piano, Chantal Boetz, qui jouait beaucoup de musique contemporaine, notamment de compositeurs flamands. C'est une musique qui n'a pas toujours très bonne presse, que les gens dénigrent. Moi, je vous avoue qu'en tant que musicologue, je vais dire historien de l'art parce que je m'intéresse très fort à l'art, bien que je n'ai pas le diplôme, je m'intéresse surtout aux œuvres du passé, parce que l'art contemporain, je ne vais pas dire que je n'aime pas, mais me rebute un peu, j'ai eu les clés pour le comprendre, mais voilà, ce n'est pas mon champ d'investigation et je pense que ce n'est pas le champ de beaucoup. Alors, on ne peut pas dénigrer cette musique et le drame, c'est ça dont je veux vous parler, cette idée, c'est que tous ces CD sont pour des firmes pas connues. Deutsche Grammophon, EMI, même Hyperion n'enregistrent pas des musiques de ces compositeurs qui ont bien du courage, selon moi, pour faire publier leur musique, écrire quelque chose. Il y a des œuvres intéressantes. J'ai déjà été choqué, dans le bon sens du terme, par certaines œuvres de musique contemporaine. Mais il est très difficile pour eux, je ne connais pas les histoires de droit à la Sabam, je ne vais pas rentrer là-dedans, de faire connaître leur musique, de la faire jouer, et même une fois que vous faites un CD, de le faire acheter. Parce que ça n'attire pas tellement, mais c'est pas méchant du tout ce que je dis là, parce que ce ne sont pas des grandes firmes. Si vous voyez Danil Trifonov qui sort les concertos de Rachmaninov, ça attirera sans doute plus le quidam général qui veut avoir une petite discothèque de musique classique qu'un CD de Hartmann ou en Belgique un CD de Michel Fourgon ou de Marcel Comminotto. C'est un fait objectif, je dis ça sans méchanceté, j'ai de la musique contemporaine belge chez moi, que j'écoute parfois, j'ai joué cette musique dans le cadre de mes études, en examen même. C'est une musique, ce n'est pas le sujet de la vidéo ici, mais qui en fait est assez agréable à étudier et même à défendre, parce que ça fait vite de l'effet et on ne peut pas tellement vous critiquer. On est plus critiquable dans une sonate de Beethoven où vous avez déjà 36 000 versions, on pourra toujours vous dire oui mais là le style tu sais. Jouer de la musique contemporaine c'est à double tranchant on va dire. Ça peut ne pas plaire, je sais que par exemple quelqu'un comme Johann Schmidt n'aime pas trop, et voilà, Johann Schmidt est un pianiste brillant qui joue des œuvres extrêmement brillantes, donc ça peut se défendre. On est libre comme pianiste d'aimer ou de ne pas aimer cette musique. Et donc la vidéo que je fais, c'est de voir le but de ces compositeurs. Et ces compositeurs, je pense, ce sont des humanistes. Je connais Michel Fourgon, j'ai suivi ses cours, ce n'est pas un ami personnel, mais je suis sûr qu'il regarderait cette vidéo, il me dirait des idées sur Karl Amadeus Hartmann. Et dans l'œuvre de Michel Fourgon, il y a, tout comme celle de Marcel Comminotto, regardez les titres. Je n'ai pas préparé ici, mais je pourrais faire une vidéo dessus. Il y a des titres qui se réfèrent à l'histoire passée et à l'humanisme. Le but est de nous bouleverser et d'honorer le souvenir. Hartmann a fait la même chose. Et donc, des gens comme Hartmann, la modernité se prépare avec lui, vous voyez. Alors, ici, ce DVD, ce ne sont pas des chanteurs très connus. On pourrait s'intéresser, est-ce que ces chanteurs ont fait le Ring de Wagner ? Alors par rapport à Wagner, est-ce qu'il est imprégné de Wagner? Je ne pense pas tellement, Hartmann, un petit peu, mais pas autant que Richard Strauss. Richard Strauss, c'est aussi le début de la modernité, mais ce n'est pas un véritable moderne comme Hartmann. Oui, on pourrait comparer la modernité de Strauss et Hartmann, pardon, mais je veux dire, Hartmann n'est pas un wagnérien, c'est ça, je me suis mal exprimé. Hartmann n'est pas un pur wagnérien comme l'était Richard Strauss. On parle d'ailleurs des deux Richard pour désigner Wagner et Strauss. Alors, Strauss va encore plus loin dans la tonalité. Dans Salomé, par exemple, il y a des choses qui sont remarquables au niveau de l'écriture. Eh bien, Strauss dépasse encore Wagner. Hartmann, c'est une autre voie. Et je ne suis pas assez spécialiste de ce langage d'écriture, mais dans les cours d'histoire de la musique au conservatoire, dans la musique du XXe siècle, on pourrait étudier un peu plus son œuvre. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour, entre guillemets, tirer une petite sonnette de, pas d'alarme, mais d'éclaircissement, de se dire, voilà, Hartmann c'est intéressant, pourquoi est-il négligé?
J'ai écouté tout le disque tout à l'heure, il y a d'autres œuvres, je ne peux pas tout acheter. Ce DVD, je l'avais regardé à l'époque, il m'avait intéressé. Je n'ai plus tellement en souvenir son action. Il y a beaucoup d'œuvres, vous savez, que vous regardez comme ça en coup de vent pour vous faire votre idée. J'ai préféré personnellement le Pfitzner, le Palestrina de Pfitzner, que j'ai trouvé plus émouvant. Ici, le Simplicius, je l'ai trouvé un peu plus commun. Mais bon, ça c'est très personnel. Alors voici des symphonies de Hartmann. Il est connu, donc les 8 symphonies sont des piliers de sa musique symphonique. Il a également écrit un poème symphonique. Alors si vous lisez Michel Chion, ce livre formidable consacré aux poèmes symphoniques chez Fayard, que tout musicien, tout musicologue devrait avoir lu ce livre, eh ben, il vous dit, monsieur Chion, que le poème symphonique connaît une pente descendante après Richard Strauss, il a raison, et au XXe siècle. Ce poème symphonique, il y en a un, j'ai oublié le titre ici, je vais vous le dire tout de suite, ma mémoire me fait parfois un peu défaut. Miséraille, voilà, misère à nouveau, ça vient du latin. Il peint sans doute la guerre. Alors il n'est pas présent ici à l'écran, ce sont 3 symphonies. La violoniste, c'est elle qui joue. Ben, je vais vous mettre un petit peu de violon, que vous vous fassiez votre idée. Alors, avant le violon, seul, voici le 4e mouvement qui a retenu toute mon attention. Je le trouve intéressant. Je vais me taire un peu pour faire place à cette ambiance de recueillement. Que vous puissiez vous faire votre idée sur Hartmann. Voilà la violoniste qui joue. Alors dans les prochaines vidéos, j'annonce déjà le programme. Je souhaiterais aborder les autres Hartmann. Il n'y a pas que des musiciens, il y a également un philosophe allemand célèbre du XXe siècle qui s'appelle Hartmann. Et je souhaiterais également voir les contemporains de ce compositeur, aborder un peu plus sa biographie, sa vie, aborder un peu plus ses autres œuvres, le resituer un peu mieux dans son contexte. Aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé de la guerre, le funèbre ici. Ben, il le compose en 39, donc au moment où la guerre commence, puisque vous savez, on dit 40-45, mais les historiens disent qu'il faudrait dire plutôt 39-45, puisque Hitler envahit la Pologne en septembre 39. Il y a déjà eu, sans doute, des exactions, des massacres, des morts. Alors, quand exactement Hartmann compose ça? Quand commence-t-il à le composer? En juillet 39. Donc vous voyez, c'est avant qu'Hitler envahisse la Pologne. Quelle a été sa motivation, en fait, à écrire ça? Ça, je vous le dirai dans une prochaine vidéo, je ne suis pas assez renseigné. La musique contemporaine est très différente du romantisme, évidemment. Elle s'insurge même contre le romantisme dans ce qu'il a de fleurs bleues. On sait que Prokofiev n'aimait pas trop Mozart. Alors, entendons-nous bien, Mozart n'est pas romantique, mais c'est un classique qui a écrit des œuvres bouleversantes. Si vous écoutez ses œuvres en mineur, on est déjà dans le côté sombre du romantisme annoncé par Beethoven avec Mozart. Donc, on sait que Prokofiev préférait Haydn à Mozart, que Prokofiev n'aimait pas les œuvres trop fleurs bleues comme Chopin. Le XXe siècle a développé le côté percussif du piano et s'est opposé à ce côté à fleur de peau, fleurs bleues du romantisme chopinien, schumannien, de ce romantisme de déséquilibré. Le XXe siècle s'est opposé à cela, mais il y a quand même certains points communs. Le point commun, c'est une stimulation de l'imagination avec des titres. Voilà, tout à l'heure, je faisais référence à Michel Fourgon. Je pense à Blow Away, que j'ai joué au concours du Mortier, c'était l'imposé. Enfin, que je n'ai pas joué, mais que j'avais bien étudié parce que c'était pour la demi-finale et je ne suis pas allé en demi-finale, je n'ai pas passé le premier tour. Qu'importe, c'est une œuvre que j'avais bien aimé étudier, à nouveau avec beaucoup de nuances. Voilà, et ce Blow Away veut dire envolez-vous. Et le compositeur nous avait expliqué, lors de la rencontre avec lui, on avait mis des choses au point sur son œuvre, qui souhaitait, comme on était tous jeunes, que nous nous envolions, que nous... voilà. Et j'avais apprécié cela parce que ça ne m'a pas porté chance, évidemment, puisque je n'avais pas très bien joué. Les concours, les examens, ça a toujours été difficile pour moi. Mais
ça m'avait un petit peu, on va dire, réconforté en cette période difficile, dans le sens où l'artiste doit s'envoler, l'artiste doit avoir des projets, comme moi qui fais des vidéos ici pour occuper mon temps. Alors je ne pense pas que ces vidéos feront beaucoup de vues sur YouTube, mais ça peut intéresser qui sait des gens. Vous voyez cette belle violoniste qui est née en Russie en 85. Elle est talentueuse. Je ne connais pas son CV ici, n'hésitez pas à vous renseigner. Elle doit sûrement avoir brillé dans les concours. Alina Ibragimova. Alors quand on voit Ibra, on peut penser au footballeur Zlatan Ibrahimovic, mais c'est pas du tout le même monde, bien évidemment. Ouf. Ce sont les dernières notes de ce concerto qui touche à sa fin. Voilà. C'était le chant du cygne, ou le coup de poignard final, si vous voulez. Donc, je ferai une vidéo. Ici, c'est la musique pour violon seul. Dans la lignée de Bach, si on veut, puisque Bach a écrit pour violon seul. Alors, vous voyez ici, c'est que notre chère Alina Ibragimova a collaboré avec Cédric Tiberghien, qui est un pianiste brillant français que j'apprécie, pour un disque Ravel et pour un disque Lequeux. C'est intéressant puisque tout à l'heure, je vous disais que Lequeux était ami de Carlos Schwab. Je mets un peu moins fort. Alors, voici cet Hartmann, voici sa photo. Vous voyez, derrière, il y a de l'art contemporain. Dans d'autres vidéos, j'ai déjà commencé à aborder le parallèle entre peinture, musique. Est-ce que la musique de Hartmann ressemble à cette toile que vous voyez derrière? C'est un peu le même sens, oui. On peut se dire que Liszt, on sait que Liszt, si vous allez à Weimar, c'est une visite à faire. Weimar et Budapest. Riding, je n'ai pas encore été. Donc je ne sais pas me prononcer, c'est la ville natale de Liszt où il y a un musée avec beaucoup de tableaux également. Mais Weimar et Budapest, ça je peux vous le conseiller, si vous êtes listien, je le suis, ce qui ne m'empêche pas de m'intéresser à la musique un peu plus moderne, mais c'est pas ma période à nouveau. Et donc je fais cette vidéo, si vous voulez, un peu pour me forcer. Et bien, vous voyez le cadre à Weimar, inspirateur de Liszt, et vous voyez les tableaux d'Ari Scheffer, vous voyez les tableaux de Heinrich Preller, un Hongrois, ah là là, j'ai oublié son nom, un grand peintre romantique hongrois qui a fait des... Il est très connu en Hongrie. C'est pas grave, ça me reviendra. Eh bien, la musique correspond évidemment à cet art en question. Ici, la musique de Hartmann correspond à son cadre d'artiste dans lequel il travaillait. On sait que, par Michel Fourgon, dans ses cours d'histoire comparée des arts, que j'ai adoré suivre à Liège, il nous avait dit que Pierre Boulez avait chez lui un vase contemporain, j'ai oublié le nom de l'artiste, mais d'une très grande valeur. Voilà. Ben, c'est pas étonnant, évidemment. Il est probable qu'un pianiste romantique, j'ai chez moi un petit tableau de Liszt, je pourrais vous le montrer. Alors, c'est rien de bien extraordinaire, je l'ai payé 120 €, donc d'ailleurs, il est signé, mais je me suis renseigné sur la signature, ce n'est pas un peintre, un grand peintre. Mais je suis plutôt pianiste romantique, j'ai besoin dans mon cadre de travail d'avoir des bustes, des tableaux, j'ai un moulage de la main de Liszt que je pourrais vous montrer, j'ai besoin d'avoir beaucoup de partitions de Chopin de Liszt. J'ai certaines citations de compositeurs que j'ai encadrées, vous voyez, par exemple celle de Berlioz, la musique et l'amour sont les deux ailes de l'âme, elle est encadrée au-dessus de mon piano, parce que j'aime Berlioz, parce que j'aime cet esprit romantique, cet esprit fantasque où, comme disait Michel Fourgon, nous devons nous envoler. Et donc Blow Away, Berlioz, d'une certaine manière, dans l'esprit, je ne dis pas dans le langage musical, mais dans l'esprit, Berlioz aurait pu écrire peut-être Blow Away. Sa symphonie fantastique, si on veut, est complètement déjantée. Tout comme la musique contemporaine a aussi un côté un petit peu déjanté. Donc voilà cet Hartmann. Je ne vous fais pas l'affront de vous mettre la carte de la Bavière, parce que vous savez où est Munich. Il y a pas mal de musées. Nuremberg et Munich sont deux villes très culturelles, je peux vous les conseiller. Le musée d'histoire de l'art allemand, où vous voyez toute l'histoire en fait de l'Allemagne, du Saint-Empire germanique à Nuremberg. Pour tout Allemand et pour tout Européen, ça c'est à voir dans sa vie. Alors voici ce buste de Hartmann, à la Ruhmschale, je prononce mal, je m'en excuse. Je n'ai pas été encore dans ce musée, mais il a son buste, donc c'est pour dire c'est une figure de l'art contemporain. Et je souhaite à nos compositeurs belges un jour d'avoir leur buste quelque part. Si vous allez au MIM, Musée des instruments de musique de Bruxelles, ce vieux bâtiment formidable de 1877, ce bâtiment, je ne sais plus le style, mais c'est Old England, il est noté ça sur le MIM, et bien vous avez dans leur commerce le buste de Handel, plus de 300 €. Je ne l'ai pas acheté parce que à un moment il faut s'arrêter, il faut économiser aussi, et
C'était peut-être un peu trop cher pour ce que c'était, mais voilà. On rend hommage à Handel, au mime. Il n'y a pas que le buste de Handel, vous pouvez en acheter d'autres. Eh bien, qui sait? C'est ce que Vanessa Wagner dit, une pianiste française qui fait une très belle carrière. Elle dit, si les pianistes actuels ne jouent pas la musique de nos musiciens actuels, qui va la jouer? Et donc on peut se demander quelle trace vont laisser ces compositeurs à la postérité. Alors voici un livre écrit par Guy Rickards, un musicologue, Hartmann, Hindemith et Henze. Alors, Hindemith, je vous avais dit qu'il s'est exilé. On parle de lui. Est-ce qu'il a été ami avec Hartmann? Je n'en sais rien, mais on parle de lui un petit peu dans le livret CD. On dit qu'il a été très entreprenant, comme Kurt Weill, comme Schoenberg. Alors, je ne suis à nouveau pas spécialiste vraiment de cette musique que pour vous parler du style de la musique d'Hindemith, mais voilà, ici 3 compositeurs qui sont groupés dans une publication. Alors, des symphonies majeures, 8 symphonies. Je m'excuse pour la 8e, vous ne la verrez pas en entier, elle est rognée par la caméra. Les dates, c'est 1960-1962. Ça vient de Wikipédia, ceci. Alors, vous voyez, il avait écrit une symphonie tragique. Alors ça vient de Schubert, la 4e de Schubert en do mineur. Une symphonie que j'apprécie beaucoup, qui n'est pas très jouée. Elle est moins jouée que la 8e et la 9e. Mais même que la 5e, Bernstein a enregistré la 5e, mais la 4e n'est pas très jouée. Elle est dramatique, la 4e de Schubert, elle est beethovenienne. Ici, je ne sais pas si Hartmann s'est inspiré de Schubert, mais il a écrit une symphonie tragica, en tout cas, ça c'est certain. Voilà ces 8 symphonies dans une discographie. À nouveau, ce n'est pas une firme de disques connue, c'est pas Deutsche Grammophon. Donc ça veut dire quelque chose de ce compositeur. On sait que Deutsche Grammophon sort parfois de la musique de compositeurs contemporains, comme Zimmermann, mais je n'ai pas, en cherchant, j'ai bien cherché la discographie, je n'ai pas vu de EMI, si des EMI il y en a, mais j'ai pas vu de Deutsche Grammophon. Donc est-ce que la musique d'Hartmann n'est pas d'une qualité assez géniale que pourrait être enregistrée par Deutsche Grammophon, ou bien est-ce que c'est un phénomène que les compositeurs du XXe siècle, que certains sont injustement boudés et sont injustement tombés aux oubliettes? C'est une question ouverte, je n'ai pas la réponse, vous pourrez vous faire votre avis dessus. Voici ici un CD, à nouveau Capriccio, c'est pas la firme de disques la plus connue, avec cette symphonie tragica. Un concerto pour alto, vous voyez ici, alto piano. C'est une sorte de concerto de chambre. Dans la musique de Schoenberg, vous avez ça, de la musique de chambre, mais également des concertos de chambre, symphonie de chambre chez Schoenberg. Je pense bien, Jean-Marie Rennes me taperait sur les doigts si il entend une erreur ici, mais je pense bien que c'est dans la première symphonie de chambre de Schoenberg qu'il expérimente pour la première fois la série, à vérifier. Voilà les quatuors. Donc en fait, il pratique un petit peu tous les genres, les grands genres musicaux de la musique occidentale, évidemment. Et il se sert de tous ces genres, parfois pour mettre des titres à certaines de ses œuvres. Alors ici, vous voyez que c'est greffé avec un quatuor de Hans Eisler. Les membres du Vogler Quartet, je ne les connais pas. Voilà, ici EMI et Warner Classic, les 6 symphonies. C'est étonnant, il n'y a pas les 8. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas enregistré 7 et 8, je ne sais pas. Vous voyez que la tragique n'apparaît pas parce que la symphonie tragique, c'est une symphonie de jeunesse qu'il a réutilisée plus tard dans la 3e. Je ne connais pas cette musique symphonique. Moi, je suis très, à nouveau, au 19e siècle, empêtré là-dedans. J'écoute encore, alors que je les connais par cœur, les Dante et Fausses symphonies de Liszt, qui pour moi sont 2 chefs-d'œuvre extraordinaires du 19e. J'aime bien Bruckner, mais pour moi, Bruckner n'arrivera jamais au génie que Liszt déploie dans ces 2 symphonies à programme. Il y a des belles choses dans la 4e de Bruckner, la romantique. Romantique en un mot. Il y a d'autres symphonies de Bruckner qui sont très belles, la 7, la 8. Jean-Marc Onkeling, c'est un amoureux de cette musique, il a écrit beaucoup. Pour moi, Bruckner n'est pas aussi génial que Liszt. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Pourquoi je vous parle de Bruckner, de Liszt? Je pourrais vous parler de Mahler aussi, je connais très bien sa musique symphonique. Tout simplement pour vous dire que notre ami Hartmann ici n'est pas arrivé à la renommée de ces gens-là. Je n'ai pas ce CD dans ma discothèque. Je l'achèterai peut-être un jour, je dois être vigilant à ce que j'achète, tellement que j'achète, bon c'est un autre débat. Mais vous trouvez difficilement ceci dans le commerce. Il faut faire une recherche, il faut être spécialisé. Et c'est une réflexion que j'ai déjà abordée,
Hartmann est décédé évidemment en 63 à Munich, donc c'est pas du tout à rattacher à notre musique contemporaine belge. Mais on peut se demander l'avenir de notre musique contemporaine belge. Qui va acheter ça? Je vais souvent à la boîte à musique à Bruxelles. On peut trouver des œuvres de musique contemporaine, il m'arrive d'en acheter. J'ai par exemple acheté la musique impressionniste flamande, avec tous des noms comme Peter Benoit, Joseph Rieland et plein d'autres. C'est le post-romantisme et l'impressionnisme, ça m'a fait plaisir de trouver ce CD évidemment. Mais je suis un amoureux de musique, je fais des recherches musicologiques très précises sur les compositeurs. Et on peut se demander qui du grand public va acheter ça. Et je me souviens de cette phrase dure qu'avait eue lui-même Marcel Comminotto, de se dire, si on met mes 24 préludes de Chopin à côté de celles de Pogorelic, le quidam français qui se rend dans une discothèque pour acheter ça, il va tout de suite prendre Pogorelic. Alors, c'est très cruel de dire ça envers lui parce que c'est un excellent pianiste qui a un niveau de propreté égal à Pogorelic. C'est juste que la vie fait qu'il n'a pas fait la carrière de Pogorelic. Mais je comprends ce qu'il a voulu dire, que la musique est commercialisation. Et la musique contemporaine est-elle commercialisée? A-t-elle un avenir? Déjà, il faut aimer. Je confesse une fois de plus préférer les siècles antérieurs à la musique contemporaine, mais je suis forcé de m'y intéresser. Si je veux continuer à avoir un avenir comme professeur, je dois m'y intéresser et ne pas cracher dessus, parce que je serais critiqué si je crachais dessus. Même un avenir comme pianiste, elle fait partie intégrante de notre musique, et Maurizio Pollini l'a dit, la survie de la musique classique, et quand on dit musique classique, c'est au sens large, ça va de Ockeghem jusqu'à les compositeurs actuels, c'est ça qu'il veut dire, Pollini. Et bien, il dit que la musique, sa survie passe par la démocratisation de la musique contemporaine. Et donc, vous voyez ici notre ami Hartmann, qui n'a pas eu beaucoup de succès, je ne saurais pas vous parler de ses symphonies. Je saurais sans problème vous parler de l'écossaise, de l'italienne de Mendelssohn, de la Fosse et de la Dante de Liszt, des poèmes symphoniques de Liszt, des Bruckner, des Mahler, mais encore de Stravinsky. Mais après Stravinsky, curieusement, ça s'arrête. Et on a voulu faire tabula rasa. Et ça, c'est une question. Hartmann ne s'inscrit pas dans ce courant de tabula rasa. Mais est-ce que ça n'a pas fait, entre guillemets, pis que bien? Est-ce que ça n'a pas détourné carrément le grand public? Parce que je ne prends pas le grand public pour des sots. Je suis organiste en paroisse, il m'arrive parfois de parler aux gens. Alors bien sûr, c'est de la petite musique en paroisse, c'est de l'accompagnement, de chants très simples, 1, 4, 5, 1 au niveau de l'harmonie. Les profs d'écriture dans les conservatoires vous diront que c'est naïf, bien que je connais beaucoup de musiciens du conservatoire qui sont aussi organisés dans les paroisses. Donc les gens que je côtoie ne sont pas musiciens, n'ont pas fait des études musicales pratiques ou même des études de musicologie à l'UNIF, mais ils ont quand même une culture. Il m'est déjà arrivé d'évoquer certaines œuvres, de parler de certains enregistrements avec eux. Par contre, la musique contemporaine, ils n'aiment pas, et ça leur passe complètement au-dessus de la tête. Et ils ont une impression de quelque chose un peu, entre guillemets, je suis très prudent, ridicule, voire prétentieux. Et il faudrait voir, je pense pas, je les connais, je connais bien Marcel Comminotto, quand il écrit ses heures, il écrit pour que ses pianistes, comme Gabriel Teclou, comme moi, même si je suis un bien moins bon pianiste que Gabriel Teclou, Benjamin Thiel, tous les étudiants, Thomas Walbrook, puissent jouer ces œuvres, puissent briller éventuellement dans un concert, dans un concours. Donc il n'y a pas d'aspect prétentieux. Mais les gens avec qui je parle, on va dire le grand public, ont une impression de prétention en fait. Et c'est ça qui est dommage. Et il faudrait un petit peu... la dernière année d'études d'histoire de la musique au conservatoire en Master 1, c'est la tabula rasa. Et donc, des gens comme Thierry Heiskes, comme Messiaen, tous les gens qui ont vraiment traversé... Hartmann, pour moi, n'a pas traversé la totalité du XXe, puisqu'il est mort en 63, ce qui est encore assez tôt. Il n'aura pas connu le Saint François d'Assise de Messiaen, Hartmann. Donc, il n'a pas pu se faire une idée de la totalité de l'œuvre du XXe siècle. Et quand Messiaen écrit dans les années 50, ça devient vraiment sa musique la plus extrêmement moderne. Si on écoute dans les années 40 les 20 regards sur l'enfant Jésus, il y a encore quelque chose d'assez lystien là-dedans. Beaucoup plus moderne que Liszt, on est d'accord, mais dans l'esprit, ça reste lystien. Ça reste contemplatif. Messiaen fera des choses beaucoup plus modernes plus tard encore. Et donc on peut se demander, est-ce que Hartmann connaissait la musique de Messiaen? Ça, je n'ai pas la réponse. Alors, je ne connais pas le chef, je vais passer un petit peu. Ici, une œuvre pour piano. C'est très dommage, nous n'avons pas
la pochette verso. C'est le problème d'Amazon. Amazon ne montre pas les versos de CD. C'est fait exprès. C'est pour inciter les gens à cliquer sur le bouton j'achète et pouvoir l'avoir. Je fais ça pour de nombreux CD. Je ne l'ai pas fait encore ici pour cette intégrale. Le pianiste est moyennement connu. Il joue de tout. Il est né en 54, il est toujours vivant, en Bavière. Alors Straubing, je vous avais dit tout à l'heure que je vous montrerai la carte de la Bavière. Elle va venir. La ville de Straubing, voilà, vers 1630. Elle a un article Wikipédia, une carte postale. Vous voyez une tête de mort. Qu'est-ce que ça vient faire là? Je ne connais pas cette histoire. Ça doit être expliqué dans l'article Wikipédia. Ça fait penser un petit peu aux villes de Bach. Si vous regardez Weimar, Eisenach, Ohrdruf, Lüneburg, toutes ces villes dans lesquelles sont passés Bach, vous avez des plans de villes comme ça au XVIIe siècle. Ben, voici. Donc Straubing, voilà où ça se trouve. Difficile de se faire une idée, je ne connais pas toutes ces villes. Là c'est vraiment un zoom, on va prendre un petit peu de recul dans ce zoom. Voici la Bavière, vous voyez la flèche bleue où est Straubing. Donc on n'est pas trop loin de Munich, on est grosso modo entre Munich et Nuremberg. C'est là où est né ce pianiste qui a fait l'intégrale de Hartmann. Et donc la question que je me pose dans cette vidéo, et j'aimerais bien que des spécialistes du langage contemporain puissent la voir, c'est pourquoi Hartmann n'est pas plus connu que ça. J'aurais pu faire une vidéo sur Schoenberg, à quoi bon? À quoi bon, puisque tout le monde connaît Schoenberg, la nuit transfigurée, ça ne sert plus à rien. Là j'en fais une, tout en sachant que je ne suis pas très connaisseur et qu'il y a beaucoup de choses dans cette vidéo qui seraient perfectibles. J'en fais une simplement pour moi-même progresser dans ma connaissance de ce langage, savoir ce que Hartmann a voulu faire et me questionner du pourquoi. Ce CD que j'ai acheté avec ce tableau La mort du fossoyeur de Schwab, très attirant d'ailleurs, on achète un CD bien souvent parce qu'il est attirant, je ne l'avais pas dans ma discothèque avant... J'ai maintenant 29 ans et c'est seulement aujourd'hui que je l'ai acheté. Donc vous voyez le côté un petit peu improvisé de ma vidéo, j'étais pressé de la faire en rentrant. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas parlé dans mes études. La discographie n'est pas toujours très bien abordée par les professeurs d'histoire de la musique au conservatoire. Bon, c'est pas une critique, c'est un constat. On peut pas tout connaître et montrer tous les CD aux étudiants, c'est impossible. Mais étant donné que j'étais à Liège, qui est un centre spécialiste de la musique contemporaine, je m'interroge du pourquoi on ne m'a jamais parlé d'Hartmann. On a fait une conférence sur Radu Radulescu, qui est un génie de la musique spectrale, et j'avais été à cette conférence, j'avais apprécié. On a fait des conférences à Liège sur beaucoup de noms. À nouveau, on ne peut peut-être pas trop comparer Hartmann à ces gens-là parce qu'il est antérieur. Alors, la discographie, voici son concerto pour violon. Alors attention, c'est une œuvre différente du concerto funèbre. Ce n'est pas le concerto funèbre. Dommage, nous n'avons pas la pochette verso. Ici, la deuxième symphonie, la tragique. Vous voyez que la tragique n'a pas de numéro. Elle commence également par une petite introduction, sans doute un choral, je ne la connais pas. Alors, Sodome et Gomorrhe, ça fait penser au Salomé de Richard Strauss, où le prophète Jean-Baptiste, quand Salomé s'approche de lui, la chasse de manière virulente. Il lui dit « Arrière, fille de Sodome, fille de Gomorrhe ». Et donc, il veut dire par là que c'est une déjantée. Il y a peut-être ça dans le programme de cette œuvre-là, d'après Jean Giraudoux, vous voyez. Ici, violon solo. Ce sont les 4 œuvres que vous entendez là, 1927. Ça serait intéressant de s'intéresser à toutes les œuvres, les sonates et suites pour violon seul, entre Bach et Hartmann. Il a dû y en avoir plusieurs. Alors ici, ce sont les Danois, vous voyez Copenhague, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis déjà à près de 50 minutes, c'est énorme, c'est déjà trop long. Merci de votre attention. Bonne soirée à vous.